Alors, si vous pensez que nous sommes tous réunis, nous allons pouvoir commencer parce que M. Firolon, il va parler de l'édition régionale à partir de son expérience de directeur des éditions Albiane et des projets qu'il va nous exposer. Moi, sans faire de long discours, je voudrais dire que je le remercie d'emblée infiniment d'avoir pris sur son temps, qui est en ce moment particulier, particulièrement condensé, particulièrement plein, voilà, pour nous accorder ce moment de réflexion et de retour d'expérience sur l'édition régionale en Corse. Monsieur Ferrandani, vous avez la parole et nous vous remercions d'emblée. Bonjour à tous. Je vais tenter simplement de vous parler d'une expérience qui est quelque peu atypique, puisque l'édition, notamment dans les régions, n'est pas quelque chose de très installé ou de très courant. Donc je vais tenter d'aborder ces différents aspects. Je vous dirai quelques mots au préalable de l'édition en général et ce qu'est l'édition aujourd'hui dans un pays comme la France. Est-ce qu'elle signifie, est-ce qu'elle transporte, est-ce qu'elle véhicule? Alors pour ce qui est de l'édition d'une manière générale, en France en particulier, la France est, il faut le savoir, est un des pays au monde où l'édition est la plus structurée, la plus puissante, la plus, comment dirais-je, la plus présente dans la population. D'un point de vue culturel, la pratique de cette activité-là est assez significative de ce qui se passe chez nous. J'ajoute que c'est le cas aussi, bien entendu, dans les pays limitrophes, l'Allemagne, l'Angleterre, qui sont des régions où il y a de très fortes maisons d'édition, qui ont une très grande tradition, qui sont porteuses d'une culture de l'édition, justement, assez puissante. L'édition, c'est quelque chose qui est né notamment au siècle des Lumières, parce qu'il était important de diffuser les idées, et je pense en particulier à une œuvre qui est l'encyclopédie, qui a été au départ le produit d'un certain nombre de libraires parisiens, puis qui à un moment donné ressentait le besoin de diffuser un petit peu cette gigantesque production, et qui avait une fonction sociale déterminante. Donc, fonction sociale et politique, bien entendu. Et ces quelques libraires parisiens qui se sont réunis, à un moment donné, ont constitué le premier réseau qui a permis à cette œuvre d'être diffusée de manière plus ou moins convenable. Ça a été, en France, un petit peu le début de l'aventure éditoriale, parce qu'avant, l'édition, c'était un libraire, c'était un imprimeur, c'était quelqu'un un passionné qui, disposant d'un certain nombre de moyens, permettait de réaliser un livre diffusé à 50, 100, 150 exemplaires, suivant les situations et les époques. Et bien entendu, l'importance de l'ouvrage. C'est ainsi qu'est née, quelques temps plus tard, notamment en Angleterre, l'idée même du copyright, qui a un petit peu défini ce qu'était le métier d'éditeur. Les premiers contours du rôle et de la fonction d'éditeur au sein d'une communauté, elles apparaissent surtout en Angleterre et par la suite en Allemagne. Le 19e siècle a connu un développement très important de cette activité-là, et l'éditeur est devenu de plus en plus ce passeur, si vous voulez, entre le lecteur et l'auteur. C'est celui qui a mis en forme le possible pour qu'il y ait un lien entre celui qui doit connaître les choses et pour qui les choses sont faites, à savoir le lecteur, et puis celui qui les produit, celui qui a envie de dire les choses, en particulier dans l'espace du savoir. Donc l'éditeur, c'était ce pont, ce logisticien en quelque sorte, qui avait cette activité-là. Et puis, l'activité s'est considérablement modifiée pour devenir par la suite une activité où l'éditeur est rentré de manière plus importante, en particulier dans l'espace de la littérature, moins bien entendu dans l'espace des sciences, qu'elles soient dures ou les sciences humaines, parce que il s'agit là généralement de domaines assez spécialisés qui réclament un savoir que l'éditeur ne possède pas nécessairement, bien qu'il y ait des éditeurs spécialisés. Mais l'intervention s'est faite surtout dans l'espace du
de la fiction, de l'espace de la littérature et de la poésie, du roman, de la nouvelle, où il y a eu véritablement une implication d'un certain nombre d'éditeurs, d'auteurs d'ailleurs qui étaient eux-mêmes éditeurs, hein, et cette tradition d'ailleurs en France comme ailleurs, mais particulièrement en France, d'auteurs devenus éditeurs par la suite, s'est installée de manière assez forte. Ça a fait tout au long, notamment tout au long du XXe siècle, il y a eu, de ce point de vue, en France en particulier, une vie intellectuelle très dense, très intense. Bon, je vous renvoie à tous les auteurs qui ont fait cette littérature, pour dire que véritablement, il y a eu une très grande densification à ce niveau-là, reliée très fortement d'ailleurs, ce qui prouve que la France particulièrement était une terre de culture, reliée par le développement véritablement exponentiel des librairies. Hein. Les libraires se sont installés, beaucoup sont devenus d'ailleurs des éditeurs par la suite, mais il y a eu, à partir de cette idée, à partir de cette initiative, à partir de la nécessité de répondre à ce besoin, puisqu'il était fondamental que ceux qui s'exprimaient, que les auteurs d'une manière générale, aient ce relais dans la population pour pouvoir faire passer leurs idées. Et à partir de là, il y a eu un véritable bouillonnement, et ce en particulier dans toute l'Europe. Pour aller vite dans ce secteur-là, je dirais que cette situation a perduré jusque, je dirais, dans les années 50-60, hein, tout au long du XXe siècle, où il y a eu cette idée-là, cette fonction-là de l'éditeur. Hein. À partir d'une période un peu plus récente, notamment à partir des années 80, où les modes de pensée autour de la question du livre ont considérablement évolué. On a vu en effet se créer des groupes de médias très importants. En France, bien entendu, le groupe Hachette, mais en Allemagne, vous aviez un groupe comme Bertelsmann, par exemple, ou Mondadori, et en Italie, ou d'autres aux États-Unis, qui sont devenus progressivement des espaces qui ont intéressé une autre, je serais tenté de dire, une autre faune que celle que l'on rencontre habituellement dans les universités ou bien dans les librairies. C'était une autre catégorie de population. Cette population, c'était les fonds de pension, ça a été comment dirais-je, les grandes structures financières qui ont trouvé dans le produit livre un véritable produit, je dirais un véritable produit commercial. Et là, le statut du livre a un petit peu évolué, un petit peu changé. Le rôle de l'éditeur, là je parle sur le plan national en particulier, et international, le rôle de l'éditeur s'est modifié. Il y a eu progressivement une autre approche, une autre démarche. Le livre étant devenu un produit, il a acquis un nouveau statut, il a été présent, il est rentré dans les grandes surfaces, là où il n'était pas avant, il est rentré dans un certain nombre de lieux où il n'était pas connu précédemment. Ça a provoqué d'ailleurs des situations assez dramatiques parce que, d'une part, le tissu qui habituellement diffusait ce genre de produits, parce que là j'emploie à dessein le mot produit, et bien ce tissu-là, qui était héritier d'une certaine tradition, d'un certain regard sur le livre, sur son contenu, qui est des libraires en particulier qui étaient capables de vous parler de n'importe quelle production, de n'importe quel auteur. Eh bien, progressivement, ces gens-là se sont étiolés, ces gens-là ont eu une approche économique qui n'était plus dans les temps économiques, et qui progressivement, tout ce pan, bonne partie en tout cas, a rencontré des difficultés majeures et s'est effondré. Par exemple, vous avez une librairie à Paris qui était la librairie des Puffs, boulevard Saint-Michel, qui était une librairie emblématique. Un beau jour, cette librairie était remplacée par une banque. Vous avez la librairie Castéa à Bordeaux, qui était une institution, comment dirais-je, bicentenaire. Elle a été remplacée par une boutique Orange, si vous voulez. Tout simplement parce que ces gens qui sont arrivés au pouvoir dans les maisons d'édition, qui ont pratiqué le regroupement, hein, vous avez un groupe comme Hachette aujourd'hui qui détient environ une cinquantaine de maisons d'édition qui ont pignon sur rue en France, qui détient un certain nombre de journaux, où il y a une logique donc capitalistique qui est intervenue. Ça nous a amené à une production d'ouvrages qui ont fait un véritable bond. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, il se produit environ 65 à 66 000 ouvrages par an.
c'est ces ouvrages qui envahissent les rayons, que ce soit des enseignes spécialisées comme la Fnac ou Virgin, ou bien même des ouvrages, des rayons comme les grandes surfaces traditionnelles que vous avez à Ajaccio, ou Bastia ou ailleurs. Et c'est devenu un produit de consommation comme les autres. Or, ce sont des produits et c'est ainsi, et on leur a bien, y compris donné un statut, le statut du temps de vivre dans le rayon. Aujourd'hui, un roman, il est présent dans un rayon 2 mois. Quand au bout du 2e mois, il n'a pas répondu aux exigences commerciales et économiques, ben, ça devient un produit qui est un produit périmé, hein, il a sa date de péremption, c'est devenu un produit périmé, il faut l'envoyer immédiatement au pilon parce qu'il pèse lourd dans les bilans des entreprises et il est indispensable de le rejeter. Cette stratégie-là a conduit à remplacer, si vous voulez, les directeurs éditoriaux, les gens qui ont été en responsabilité, qui avaient un projet éditorial, qui avaient une démarche éditoriale, qui s'attachaient au texte, qui s'attachaient à ce que disait un auteur, eh bien, ces gens-là ont été remplacés progressivement par l'équivalent des traders dans les grandes maisons d'édition. Et c'est ainsi que, de regroupement en regroupement, on est passé d'une conception de l'édition que je qualifierais de traditionnelle, humaniste, hein, celle qui consistait à partager du savoir, de la vérité, parce que j'ai la faiblesse de penser que la vérité sort des livres, notamment des romans, eh bien, à partager cette vérité, eh bien, on ne la partage plus. C'est devenu une marchandise comme une autre, avec, comment dirais-je, tout le train de problèmes qui vont avec, et qui a conduit à redéfinir complètement l'ensemble de la profession qui est liée à la chaîne du livre. La chaîne du livre aujourd'hui encore, est en train de se poser énormément de questions quant à son avenir, parce que, très clairement, on ne voit pas comment ce produit si spécifique, qui a pour vocation de véhiculer de manière pérenne et de manière intemporelle une vérité en quelque sorte, de véhiculer un savoir, ben, aujourd'hui il est remplacé par du savoir éphémère, par exemple une émission de télévision, une application sur un iPhone ou tout un tas de choses de cet ordre-là, où on voit par exemple des collections, notamment dans le domaine des sciences, il y a des collections entières. Je prends par exemple un éditeur comme Economica, par exemple, qui a joué un rôle déterminant pendant des années dans le secteur de la transmission du savoir dans ce domaine-là, dans la réflexion, dans la pensée. Eh bien, ce sont des maisons d'édition qui vivent des situations très difficiles, tout simplement parce que les choses sont en train de se modifier. Et on sait pas, et cette profession traverse une véritable crise d'identité parce qu'on ne sait pas trop où on va de ce point de vue. Parce qu'encore une fois, les rênes de l'avenir ne sont pas tenus par des gens qui sont en situation de réfléchir à la manière dont on peut mettre en avant les produits que l'on évoque, mais c'est détenu par des gens qui s'intéressent à un résultat à 2 chiffres en termes de bilan. En termes de marge nette, je serais dire, dans leur bilan. Donc on est dans une évolution qui pose un certain nombre de problèmes et qui, comment dirais-je, détermine, notamment pour les maisons d'édition comme les nôtres, qui détermine leur manière de se comporter et leur manière de penser à la fois leur existence hein, et bien entendu comment organiser et penser un développement à moyen terme, parce que sans ça, les choses ne peuvent pas exister. On ne peut pas concevoir cette activité comme étant quelque chose qui va intervenir là jusqu'à la fin de l'année, puis ensuite l'année suivante, eh bien, Inch'Allah, et on fera appel à la méthode Coué pour essayer de résoudre le problème. Voilà un survol très rapide de l'évolution, vraiment très rapide de cette activité. Alors, je vais vous dire quelques mots sur quand même aussi l'édition en Corse, hein, puisque mon expérience est ici. Donc, c'est plutôt un parcours que je tenterai modestement de vous décrire, avec tout ce que cela suppose comme approximation. Et c'est toujours difficile de parler d'un parcours qui est le sien, quoi, parce que c'est encore une fois... jeter un regard sur son activité, on souhaite toujours que ce soit les autres qui le fassent. Alors l'édition en Corse. L'édition en Corse,
Je parlerai d'éditions récentes. L'édition, depuis notamment la fin du XIXe siècle, était encore une activité importante, hein, qui était le propre, là aussi, de libraires, d'imprimeurs, qui ont joué, de responsables, de gens qui ont fondé des revues, de banquiers, d'économistes, enfin, non, de gens qui ont eu une passion qui était celle du livre et qui ont produit un certain nombre de choses sous la forme de, comment dirais-je, une forme qui est le privilège de l'amateur, je dirais, hein, où il n'y a pas eu d'activité éditoriale au sens où on l'entend habituellement. Je vous renvoie à Wikipédia pour la définition. Alors, pour l'édition véritablement en Corse est née de manière significative il y a une quarantaine d'années à peu près. Édition en tant qu'activité ayant, dans cette période-là, prenant les premières formes d'une certaine économie. Mais là aussi, elle était l'apanage d'imprimeurs, de libraires qui rencontraient des gens qui venaient dans leur librairie, qui avaient envie d'écrire et qui avaient envie de proposer au public un certain nombre de choses. Et à un moment donné, on cherche l'intermédiaire, comment faire pour être ce médiateur, hein, entre soi et entre l'auteur et le public. C'est toujours quelque chose d'assez compliqué. C'est ainsi que quelques éditions sont nées à droite et à gauche, et celle qui a été, je dirais, le véritable déclencheur, puisque c'est celle qui a quantitativement le plus produit, je dirais, au début des années 80 en particulier, c'est les éditions La Marge, hein, qui ont, avec Jean-Jacques Collin-Ladistre, qui ont produit un certain nombre de textes. Là aussi, ça arrive, je produis, il n'y avait pas de stratégie éditoriale, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de mise en place d'un système élaboré. C'était encore une fois des amateurs un peu plus éclairés peut-être que les autres, présents dans un circuit économique qui était celui de la librairie qui constituait ce fondement à partir duquel on se mettait en place. Bon. À un moment, nous, Albian est intervenu au début des années 80 aussi, en 83, en publiant un ouvrage très important pour nous, qui a été le Montez, le dictionnaire du Montez, que nous avons publié plus par, comment dirais-je, par coup de cœur, parce que ma formation et ma fonction n'étaient pas du tout, je n'avais rien à voir avec l'édition. J'étais plutôt, moi j'ai une formation juridique et j'étais plutôt tourné vers l'entreprise plutôt que vers l'activité éditoriale en soi. J'étais un consommateur comme chacun de livres, mais je n'étais pas un éditeur où je n'avais pas cette vocation installée depuis toujours en disant je veux faire ça, je veux faire ce métier-là. Pas du tout. Le Montez est né tout simplement parce que j'ai découvert un jour ce document et qui était en train de pourrir sur une étagère poussiéreuse, et donc j'ai eu envie de travailler dans ce domaine-là parce que s'était posé la question véritablement décisive pour moi, mais sous un angle sociétal, c'était la question de la langue. Moi, j'ai toujours eu cette conviction, renforcée d'ailleurs par une conversation que j'avais eue avec Jacques Thiers lors d'un débat qu'il avait organisé à Lévis, si je me souviens bien, où pour la première fois j'ai entendu un propos intelligible sur la question de la langue. Et ce document-là prenait tout d'un coup une certaine importance. Bon, encore une fois, je ne connaissais rien à l'édition, j'étais un citoyen comme les autres, et il me semblait que ce travail-là avait besoin d'être présenté au public et avait besoin d'être partagé. Alors, du haut de mon incompétence, qui était à ce moment-là, toujours un petit peu d'ailleurs, hein, mais qui était très forte à ce moment-là, ben, je me suis lancé dans le bain et j'ai produit ce dictionnaire du Montez. Et toujours parce qu'encore une fois, il me semble encore que la fonction de la langue dans une société comme la nôtre, elle est déterminante parce que c'est à la fois la langue de l'échange, mais ça peut être aussi et surtout la langue de l'accueil et de l'intégration, hein, et du partage. Et je crois que si nous arrivons, et aujourd'hui c'est une question de laquelle qui est beaucoup débattue, hein, mais si nous arrivons à installer ce fameux bilinguisme dont on parle depuis tant de temps
Et si nous arrivons à faire en sorte que cette question soit derrière nous, hein, et que nous puissions bâtir quelque chose autour de ça, j'ai l'impression que nous aurons fait un grand pas sur le plan du lien social, et Dieu sait s'il est assez distendu dans ce pays. Donc, Albian a démarré comme ça, avec, encore une fois, comme un amateur. Hein, il n'y avait pas de projet éditorial autre que celui d'apporter une pierre à l'édifice de la langue, parce que rappelez-vous, nous étions à une époque de ce fameux Riaquist, et quelque part, l'édition était là, et comment dirais-je, je voulais répondre à cette appétence quelque part du public, hein, où les gens avaient un sentiment collectif assez fort, où il y avait une sorte d'envie, une sorte on l'appelait le renouveau en quelque sorte, hein, il y avait cette envie de dignité, il y avait cette envie de liberté, il y avait cette envie de responsabilité qui naissait, et cet ensemble ce champ de fleurs, en quelque sorte, portait des projets comme cela, et tout naturellement, je crois que l'édition, à travers un certain nombre de maisons, toutes petites, encore une fois, pas très structurées, mais l'édition apparaissait comme une nécessité parce qu'il fallait répondre quelque part à cet appétit. Alors ça se traduisait par des solutions très maladroites, tant sur le plan technique que sur le plan comment dirais-je, même de la nature de certaines publications. Hein. On était au balbutiement en quelque sorte, on commençait à se rendre compte qu'on pouvait faire des choses. Voilà. Encore une fois, avec cet amateurisme et cette approche qui est particulière. Pour nous, je rappelle que le Montez a été publié en 1984 et pour nous, très vite, la question de la langue, encore une fois, était le terrain qu'il fallait investir. C'est ainsi qu'on avait publié tout de suite après, et c'était Diapélé de Jacques Fouzine, parce que à l'époque, Jacques, je représentais aussi quelque chose d'assez important dans ce mouvement, et ce travail a été pour nous un moment déterminant parce qu'il était très signifiant de ce que nous voulions faire. Et puis derrière, quelques publications ont été produites, notamment Papier d'identité de Jacques Thiers. Là aussi, on était en plein dans le projet qui était le nôtre. Et c'est ainsi que, bon an, mal an, jusqu'au début des années 90, 92-93, les choses sont allées avec quelques publications par an. Comme ça, on était à 6 ou 7 publications par an, sans aller chercher des solutions, sans aller chercher, encore une fois, sans avoir une vision véritablement professionnelle des choses. Hein. Il y avait une approche, encore une fois, je serais tenté de dire de plaisir. Hein. On répond à quelque chose, il y a cette appétence dans le public, on essaye d'être présent tout simplement parce qu'encore une fois, il y a cette envie qui se manifeste. Par la suite, il fallait résoudre aussi, et ça c'est un défi qui est toujours présent, il fallait résoudre l'ensemble des contradictions et des contraintes qui sont posées par notre réalité. Qu'est-ce que c'est notre réalité ? Notre réalité, c'est une absence de culture dans le domaine éditorial assez forte. Hein. Il n'y a pas de tradition éditoriale en Corse, il n'y a pas des métiers liés à la chaîne du livre qui, ici, soient véritablement... qui puissent enseigner, en quelque sorte, à quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure le comment. Hein. Donc, il y a cette première contrainte-là. Il y a ensuite... une contrainte liée à des problèmes de démographie, à des problèmes de distribution. Hein. Comment fait-on pour faire en sorte qu'un livre soit lu par le plus de gens possible ? Parce que je vous rappelle quand même que le motif principal pour lequel on édite un livre, pas nécessairement pour lequel on l'écrit, mais pour lequel on édite un livre, c'est qu'il soit partagé, c'est qu'il soit diffusé, c'est que le public, d'une manière générale, s'en empare. Et on s'attache de ce point de vue plus au livre qui est le plus difficile qu'au livre qui est, comment dirais-je, un ouvrage sur la randonnée équestre. Donc c'est ça l'idée. Hein. Le pourquoi de l'édition, il est là. Et donc,
pour résoudre cet ensemble de contraintes liées, qui progressivement étaient des contraintes à caractère économique, puisque dès lors que l'on veut se développer, il faut franchir un certain nombre d'obstacles. L'obstacle, je le disais, de la distribution, l'obstacle du public, qui est relativement étroit, l'obstacle lié aux techniques. Les années 90, ce sont les années de la révolution technologique révolution technique qui a installé un certain nombre d'outils qui étaient relativement nouveaux, que l'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas manier. Et donc, il fallait là aussi créer des structures à caractère professionnel qui, quelque part, vous font basculer dans quelque chose de différent et de nouveau. Donc, à tâtons, si je puis dire, il a fallu mettre en place des outils de distribution, des outils de communication, des outils de création, répondant aussi à des critères à caractère économique. Le problème de cette activité-là, et ça en constitue dans des espaces comme les nôtres sa principale limite, les nôtres comme ailleurs d'ailleurs, je serais tenté de dire dans les principales régions françaises, voire même pour ce qui concerne la grande majorité des maisons d'édition en France. Le problème, c'est la contrainte économique. Comment faire à un moment donné pour franchir les seuils qui vont permettre, sur le plan technique, d'arriver à un produit diffusable, qui réponde au canon de la profession, sans tomber dans l'approximation ou dans l'amateurisme. Donc rendre le produit viable. Comment faire pour assurer une distribution dans un certain nombre d'endroits qui vont au-delà des simples librairies, parce qu'en Corse, des librairies, il y en a 5. Aujourd'hui, il y a 5 librairies en Corse qui sont en mesure d'assurer une activité réelle de libraire, qui sont en mesure de répondre aux différentes exigences que le client qui rentre dans une librairie peut proposer. Donc, peu de librairies. Il fallait donc résoudre cet ensemble de problèmes liés à la distribution. Qui dit distribution dit surface suffisante pour distribuer, à savoir disposer d'un catalogue. Qui dit disposer d'un catalogue dit création de collections, dit création d'espaces nouveaux. Nous avons créé des collections, par exemple, comme la collection Pro, qui est une collection d'essais, la collection Carte, où vous avez des recueils d'articles, la collection Nera, où nous avons mis du polar. Avec le Centre culturel universitaire, on a créé un certain nombre de collections, notamment Calamai, Berrano de Boé, des compagnies. Donc, il faut avoir une offre suffisamment large pour pouvoir représenter économiquement quelque chose de significatif sur l'étal d'un marchand quelconque, d'une grande surface, qui aujourd'hui sont les principaux vecteurs de distribution du livre en Corse. Encore une fois, parce que le réseau des libraires est relativement étroit. Donc, il y a un certain nombre de défis de cet ordre-là qu'il a fallu constituer. Mais qui dit constituer des collections, dit trouver des auteurs. C'est inviter des auteurs à venir écrire, à venir remplir les vides que ces collections connaissent nécessairement au départ. Donc il y a la nécessité d'engager un processus qui est nécessairement long, difficile, où il faut réfléchir à des solutions qui vont permettre à l'entreprise d'être pérenne sur les 5 des 10 ans qui suivent l'initiative d'ouverture notamment d'une collection. Donc on est véritablement à la fois dans un process à moyen terme et dans la nécessité aussi de résoudre les contradictions et les difficultés au quotidien. Imaginez que Albial est une maison d'édition. Aujourd'hui, il y a 8 personnes qui travaillent dans cette maison-là. Ça représente en chiffre d'affaires et en charges, alors je commencerai par les charges, ça représente des charges qui sont pas loin du $1 million chaque année, entre les charges de fonctionnement et ce que nous assumons auprès de nos fournisseurs. Donc ça représente une entreprise qui vit de manière, très élaborée sur le plan économique, puisqu'elle répond aux critères traditionnels que rencontrent toutes les entreprises, alors qu'elle est fortement impliquée, et c'est le sens de son existence. C'est le sens de son existence. Elle n'a pas d'autre sens, elle n'a pas de signification, si ce n'est d'abord une signification de médiateur et d'être présent dans l'espace culturel
tout simplement pour participer, hein, et pour modifier autant que faire se peut. Et j'ai la faiblesse de penser que quand on propose à une communauté des textes, des analyses, des thèses, ben on est en situation de modifier, entre guillemets, le cours des choses. Et je crois que le rôle de l'édition, et là j'en reviens un petit peu à l'édition telle qu'elle était conçue il y a bien des années en France en particulier, où le rôle de l'éditeur était véritablement de participer à ce bouillonnement, au bouillonnement de cet espace culturel dans lequel il trouvait toute sa signification. L'édition insulaire, l'édition corse, c'est là qui est partagée par la totalité des éditeurs, y compris ceux qui publient d'autres ouvrages par an, est dans ce projet. Elle est dans ce projet ici, autrement dit, ce que la France, pour caricaturer, a produit il y a une soixantaine d'années, la Corse est en train de le faire à son image. Nous sommes en train de construire quelque chose, encore une fois, tout simplement parce que nous venons nous exprimer dans cet espace culturel. Lorsque nous créons une collection et que nous invitons des auteurs à y venir, à écrire, à travailler dans cette collection, ben, il y a, encore une fois, j'ajoute à ce moment-ci, j'ajoute que on n'est pas dans l'éphémère, on est dans la construction, encore une fois. On est dans la démarche à long terme. Hein, et c'est comme ça qu'il faut percevoir les choses. Lorsqu'un éditeur lorsqu'un auteur écrit son premier roman, il y a un travail énorme d'accompagnement, de conseils, de discussions, et puis c'est un premier roman. Et puis il faut s'inscrire dans une démarche qui, elle aussi, est à long terme. On ne peut pas, comment dirais-je, parler d'édition de manière sérieuse, en tant que projet, en tant que dimension culturelle, si on ne s'inscrit pas dans le long terme. Donc il y a cette nécessité de créer les outils, hein, pour aller dans ces fameux parastages des libraires. Si vous voulez être crédible, si vous voulez être présent auprès de cette population-là, il faut créer l'ensemble des outils qui vont permettre à cette expression collective d'exister. Donc ça passe par une professionnalisation. À un moment donné, il n'est pas possible, sauf encore une fois, à ne pas être décisif dans l'intervention auprès de la communauté. On peut très bien demain dire je publie 2-3 livres dans l'année, je me fais plaisir, je fais des choses qui sont intéressantes et d'autres aiment le jardinage, mais moi j'aime la littérature et j'aime demain produire un livre auquel je ne vais pas trop m'intéresser dans sa vie future, mais je l'aurai produit, il est là, hein, il sert à caler le lit éventuellement de certains, mais le livre est là. Hein, et puis dans 50 ans ou dans 60 ans, il y a un étudiant qui va le trouver dans une bibliothèque universitaire et qui va faire une thèse sur l'auteur qu'il a écrit. On peut aussi se dire ça. Et puis aussi l'autre démarche qui consiste à dire, on va tenter de créer un mouvement où le livre va prendre sa place dans la société et il va, peu ou prou, influencer les gens qui la composent. Il va recréer du lien et il va avoir la fonction qui est la sienne. Et il va dire sa vérité. Ça passe par la professionnalisation. Et cette professionnalisation, donc, réclame que l'on réfléchisse à un moment donné à comment on peut construire, je serais tenté de dire, pour employer un mot qui ne me convient pas trop, mais je serais tenté de dire qu'il faut créer une sorte de modèle économique en disant comment, dans un espace donné, on crée une activité qui est signifiante, qui pèse, qui est présente et qui s'inscrit dans le temps. Et à ce moment-là, donc, il faut mettre en place cet ensemble d'outils. Nous, c'est ce que nous avons tenté de faire avec, de manière très empirique d'ailleurs, hein, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, ça s'est traduit par la mise en place d'un système de distribution autonome, par la mise en place d'un studio graphique autonome, par la mise en place d'une direction éditoriale installée, par la mise en place par l'embauche d'un correcteur, enfin, par un certain nombre d'activités de cet ordre-là, par un lien qui se renforce en permanence avec les libraires, et avec les points de vente, de manière à sortir de cette
situation infernale qui est celle du livre aujourd'hui, à considérer que le livre, c'est autre chose qu'un objet éphémère. Donc, nous sommes dans ce combat quotidien où on explique aux médiateurs, aux intermédiaires qui entre le public et l'auteur, on explique en permanence que le livre, ce n'est pas une boîte de sardines ou un yaourt qui se périme à tel ou tel moment. C'est quelque chose qui doit être présent de manière durable et qui doit pénétrer avec son temps de pénétration qui est parfois relativement long dans la société. Parce que je crois que notre société en a vraiment besoin et que c'est cette fonction-là qu'il faut développer. Voilà, si vous voulez un peu présenter cette réalité que nous avons. L'autre aspect qui me paraît aussi très important, une fois que l'idée d'entreprise est installée, l'entreprise culturelle est installée, l'autre aspect qui me paraît important et qui est la condition de la survie de ce système. Encore une fois, parce que la contrainte environnementale est là. Nous sommes 300 000 personnes habitant ce pays. Des locuteurs en langue corse, je ne connais pas le chiffre exact, mais il n'y en a pas des millions. Des pratiquants de la lecture en langue corse, il n'y en a pas des millions non plus. Et pourtant, ça doit rester, au long cours, ça doit rester un secteur où la publication doit être particulièrement dynamique. Encore une fois, parce que nous sommes dans le cadre d'une politique éditoriale au service d'un projet sociétal. Je crois que c'est comme ça qu'il faut aborder la chose de manière durable. Alors, pour résoudre cet ensemble de contradictions que l'on a résolu en partie au cours de ce cheminement, au cours de ce tâtonnement, je dirais, pour résoudre cet ensemble de problèmes, je crois qu'il faut aujourd'hui réfléchir différemment. Essayer de sortir d'un espace qui est un espace, de ce point de vue relativement restreint. Et alors moi, je le vis de manière assez forte depuis quelque temps, parce que ce qui nous a conduit d'ailleurs à changer notre nom, puisqu'on nous disions que nous appelions les éditions Albiane, puis un beau jour, on a décidé de s'appeler Albiane, éditeur en Méditerranée. D'aucuns y ont vu, et probablement à juste titre, une grosse prétention. Mais c'est vrai, nous avons quelques prétentions. Et on les assume, et puis si elles font mal à personne, tant mieux. La seule personne à qui ça peut faire mal, c'est nous. Et ça, on a la peau relativement dure pour pouvoir accepter cette situation. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire, on ne peut pas, alors, je vous disais de ce que l'on vit. Aujourd'hui, nous sommes un pays de consommation livresque, si je puis dire. La Corse est un pays qui lit. Et la Corse est un pays qui produit beaucoup. Il y a beaucoup d'écrivains chez nous, beaucoup de gens qui s'exercent à l'écriture. Alors, bien entendu, avec plus ou moins de bonheur. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a dans ce pays le besoin de dire, et le besoin aussi de se dire. Et si j'en juge par le nombre de manuscrits que l'on reçoit chez nous, véritablement, il y a ce besoin. Alors, je ne suis ni sociologue, ni psychanalyste, et je suis incapable d'en donner les raisons. Il n'en demeure pas moins que c'est un pays où on a besoin de se dire. Et si l'on veut exister véritablement, à mon avis, il faut nécessairement sortir un petit peu de nos frontières qui, quelque part, sont un petit peu étroites pour non pas exister nécessairement ailleurs, mais exister avec les autres. C'est pour cette raison que l'idée chez nous est née de dire nous sommes éditeurs en Méditerranée, nous sommes éditeurs, nous ne sommes plus éditeurs corse, parce que ça, on est assez serein maintenant avec cette question-là. C'est quelque chose qu'on a profondément intégré et qu'on vit de manière très sereine. Mais on a envie de dire on est éditeur de Corse, à partir d'ici. On peut faire un certain nombre de choses. Parmi les choses qu'on peut faire, c'est d'abord créer des structures qui ont un caractère transversal. Par exemple, aller
à partir de ce savoir-faire que nous avons pu acquérir, aller dire, ben, ailleurs, on va créer des produits transversaux. C'est ainsi, par exemple, que nous avons ouvert 2 maisons d'édition. Une qui s'appelle Le Quinquet, qui a pour vocation à produire de la bande dessinée. Nous avons là aussi adopté la stratégie qui est celle que nous avons eue à Albion, qui consistait à dire, ben, on va créer l'espace, on va y mettre au départ des produits que nous estimons être d'une certaine valeur ajoutée, notamment dans le domaine de la bande dessinée, et nous avons commencé à ouvrir cet espace-là et à travailler dans ce domaine. Mais par exemple aussi, nous avons ouvert une autre maison d'édition qui s'appelle les Éditions au coin de la rue, dont le premier ouvrage qui a été publié, c'est un ouvrage de Philippe Castelin sur René Char. L'idée aussi était de dire, de s'installer dans le paysage éditorial national, entre guillemets, bien qu'on ne nous attende pas, en disant, on est en mesure de faire de l'édition transversale. Donc ça, c'est de ce premier espace que nous sommes en train de faire évoluer, en quelque sorte, a pour projet, justement, d'élargir le plus possible ces bases-là pour publier des choses qui soient significatives pour attirer à soi des auteurs de qualité autant que faire se peut et qui sont en mesure d'asseoir cette maison au niveau autre que régional. Il en va de même sur une démarche que nous sommes en train de mettre en place, notamment nous avons commencé avec une 3e maison d'édition que nous avons installée à Marseille, qui est une maison plutôt spécialisée dans le roman noir. Le projet, c'est de dire, ce qui est important aujourd'hui, compte tenu des modes de distribution au niveau national et international, qui sont des modes de distribution de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles, c'est d'installer, de faire des coéditions, d'aller coéditer avec des éditeurs venant d'horizons qui soient espagnols, italiens, français ou peu importe, mais de créer des conditions de la mise en place d'une économie qui soit supportable. Je vous passerai sur les détails techniques ou financiers, mais d'installer les choses sur un principe économique qui soit supportable pour une entreprise de notre taille. Autrement dit, que ce ne soit pas une entreprise qui, à un moment donné, du fait de cette ambition qui est là, pour le coup, une vraie prétention, et qui rentrerait dans une situation d'asphyxie là-dessus. Donc l'idée, c'est progressivement de chercher des partenariats avec d'autres maisons d'édition qui ont, comment dire, à la fois une assise conséquente, un système de distribution important, et qui permettent de faire voyager notre production, sachant que ce qui nous intéressera, c'est de faire voyager nos auteurs le plus longtemps possible. Alors ça, c'est un travail qui est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine parce que, encore une fois, on ne nous attend pas, parce que la concurrence dans ce domaine-là est rude, parce qu'immédiatement on change de catégorie. On n'est plus l'édition régionale porteuse d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de principes, évoluant suivant un certain nombre de critères que j'ai tenté de vous définir auparavant, mais on est dans un système dont le mercantilisme est comment dirais-je, est la règle, hein, et où il faut répondre aux exigences du marketing et qui réclament des moyens très importants, qui ne peuvent être que des moyens, encore une fois, partagés. Donc on essaie de s'inscrire dans ce domaine-là. Donc toujours en travaillant sur le même modèle économique en quelque sorte, en essayant de construire quelque chose de signifiant de ce point de vue, mais ce sont des choses qui prendront beaucoup de temps et j'espère que faire vivre suffisamment Albion pour que mon successeur soit en mesure de développer et d'amplifier le phénomène. Parce que la solution, elle est là. La solution, elle est là. Elle est à l'international. Encore une fois, parce que nous avons acquis, me semble-t-il, et là je reviens à la prétention, nous avons acquis une certaine sérénité dans ce domaine-là, sans pour autant oublier de se remettre en cause. Et on n'a pas inventé la poudre, on n'a pas, comment dirais-je, restons modestes. Mais je crois qu'on commence à pouvoir conceptualiser un certain nombre de choses au regard de l'expérience. Le chemin est long et difficile, mais bon, j'ai bon espoir d'y arriver dans je serais tenté de dire, dans les 5-6 ans qui viennent, justement parce que on a acquis cette sérénité qui naît, encore une fois, de l'expérience.
nous sommes, comment dirais-je, nous sommes très présents aujourd'hui, notamment au niveau de la librairie, nous sommes très présents. Nous avons une librairie à Ajaccio qui est la librairie La Marche, qui est le prolongement un petit peu d'Albiane. Et c'est un instrument qui nous permet de mesurer un certain nombre de choses. Hein, quel est le comportement du lecteur, et puis aussi au contact des autres libraires à travers le syndicat de la librairie duquel nous sommes membres. Nous avons régulièrement des contacts avec nos collègues au niveau national, et nous avons des remontées très intéressantes là-dessus qui nous informent sur un certain nombre de points. On ne peut pas faire ce métier-là de manière durable sans avoir un bagage culturel, si je puis dire, dans ce domaine-là qui soit solide. Le nôtre est en train de se construire, le chemin reste encore long, mais je crois que c'est en relative bonne voie de ce point de vue. En tout cas, c'est une voie qui nous laisse quelque espérance. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur ce métier-là? Monsieur Thiers, est-ce que je suis trop long? Juste un dernier mot alors. Qui est un point important. Ce que je crois, c'est que dans les années qui viennent, je crois que les régions françaises, pour parler de la France, qui est un domaine le seul domaine véritablement que je connaisse, je crois que l'édition régionale, d'une manière générale, du fait de la situation capitalistique que j'évoquais tout à l'heure et de l'évolution des modes de production et de distribution du livre en France et dans le monde, je crois que l'édition régionale a véritablement son mot à dire. Je crois que le creuset véritablement présent aujourd'hui pour l'édition française, elle se situe dans les régions. Ce creuset-là se situe dans les régions. Et tout simplement parce que je crois que cette édition-là est encore faite par des gens qui ont un projet éditorial. Comment dirais-je, ce sont des gens pour qui le livre constitue encore cet outil de partage. Encore une fois, beau chercher mon mot, je ne vois pas de mot plus fort que celui-là. Véritablement l'outil du partage. Et je crois que seule l'édition régionale, en tout cas elle le prouve, et je serais tenté de le dire, y compris pour la Corse et surtout pour la Corse, je crois que l'édition régionale est une édition audacieuse. Elle ne s'interdit rien. Elle va visiter tous les domaines, tous les champs. Et je crois que lorsqu'on regarde, et je le faisais dernièrement parce que nous sommes en train de construire un site internet qui va présenter toute l'édition corse, l'offrir au monde entier, toute l'édition corse. Donc je passais en revue toute l'édition corse disponible. Et quand on regarde véritablement, on s'aperçoit que, encore une fois, toutes choses égales par ailleurs, ramenées au territoire, on s'aperçoit que c'est véritablement une édition audacieuse. Il y a des pépites dans cette édition que l'on retrouve de moins en moins, et j'en parle en connaissance de cause, parce que lorsqu'on feuillette les catalogues des grandes maisons d'édition, et nous le faisons régulièrement à travers notre travail de libraire, puisque nous concevons la librairie, encore une fois, comme s'inscrivant en faux. On n'est pas sous les autoroutes de la distribution du livre, on n'est pas sur les modes de fonctionnement que j'évoquais tout à l'heure, on est sur l'idée qui est la suivante, c'est que quand quelqu'un rentre dans une librairie, il y vient pour un moment de plaisir, pour un moment de savoir, encore une fois pour partager, et le rôle de la librairie, c'est de lui en donner le plus possible. C'est véritablement d'être ce lieu un peu magique où le partage s'effectue. Lorsque j'ai repris la librairie La Marge, c'est ces soucis que j'ai eu à l'esprit, tout simplement parce que quand j'étais étudiant et que j'allais dans une librairie, c'était à l'époque où la librairie, c'était la librairie de papa, et on découvrait des pépites, encore une fois, parce qu'il y avait un libraire qui conseillait son client et qui lui disait non, ça vaut rien, prends celui-là, est-ce que tu as lu celui-ci? Enfin, il y avait un échange qui était d'une certaine qualité, et je crois qu'on est dans une phase où on a besoin de retrouver
ce rapport-là au livre, et je crois que l'édition régionale s'inscrit dans ce type de projet. Et de ce point de vue, je crois que c'est véritablement une édition très audacieuse. Et j'espère qu'elle le demeurera. Voilà. Maintenant, si vous voulez bien, je réponds à vos questions, autant que faire se peut. Monsieur. C'est une question assez, je ne sais pas, assez complexe. Vous voyez, on se pose des questions, on est un peu déphasé dans ce domaine. Parce qu'on a l'impression aussi que la télévision apporte beaucoup plus que la lecture et qu'il est plus facile d'écouter que de lire. Concentrer sur un bon livre, la lecture, qui peut vous apporter beaucoup plus, je pense, que la télévision, dans certains films, dans certains tests qui peuvent vous intéresser, sur l'histoire ou quoi que ce soit, enfin, dans ce domaine-là. Alors, je vais essayer de vous répondre très vite sur les librairies et sur le livre, d'une manière générale. J'ai survolé un peu le débat, la question tout à l'heure, parce que ce n'était pas le fond de mon propos, mais la librairie a connu, dans les années 80 et 90, a connu une véritable bérésina. Pour deux raisons. La première était une raison qui provenait de l'attitude des éditeurs, et des grands éditeurs en particulier, qui avaient un système de financement très élaboré, qui pratiquait ce qu'on appelle des offices, et qui envoyait des tonnes d'ouvrages dans les librairies, qui encaissaient les traites des libraires à 60 jours, et qui ne prenaient en compte les retours que faisaient les libraires qu'à 90 jours. Ensuite, donc, il y avait des déséquilibres importants de trésorerie. Ensuite, il y avait un autre aspect qui était essentiel, c'est que les libraires n'étaient pour la plupart pas informatisés, avaient un système de gestion à la papa, encore une fois pas très rigoureux. Tout ça sur un fond qui était celui de la marge brute, si vous voulez, de ce que gagnent, entre guillemets, les libraires. Il faut savoir que le métier de libraire est dans le métier de la distribution, d'une manière générale, est le métier qui rapporte le moins. Si vous voulez être riche, vendez des lunettes. Si vous voulez être pauvre, vendez des livres. Le rapport est celui-là. Donc cet ensemble d'éléments conjugués ont détruit pratiquement 30% du réseau de la librairie française, en particulier des librairies qui avaient une taille petite, qui n'avaient pas de structure bien adaptée. À cela s'est ajouté ensuite un mode de diffusion tel que je l'évoquais à travers des grandes surfaces du livre comme la FNAC ou Virgin, notamment dans les quartiers à Paris, ils ont littéralement tué des petites librairies. Et ensuite, ce qu'on a appelé la distribution dans la GLS, qui est les grandes surfaces que vous connaissez, où le livre était devenu, dans le rayon bazar, était devenu un produit d'appel. Quand on faisait un hyper de 5000 m², il fallait tout proposer. Et le livre n'était pas un secteur rentable pour ce type d'activité, mais était un secteur qui constituait un élément d'appel pour aller vers autre chose, vers des produits plus intéressants pour la distribution. Donc ces trois facteurs, ajoutés au fait, encore une fois, d'une population dans le domaine de la librairie vieillissante, des gens très mal payés, qui font que ce type de librairie s'est progressivement cassé la gueule. Et le pic de ce cassage de gueule, si je puis dire, c'est la fin des années 90, début des années 2000, tout début, où il y a eu, comme je vous disais tout à l'heure, une véritable bérésina. Depuis, il y a eu deux éléments qui sont intervenus, notamment dans les 4 ou 5 dernières années. Il y a eu une profonde réflexion dans la librairie, et notamment dans ce qu'on appelle les librairies indépendantes, à travers des grands libraires comme la librairie Mola à Bordeaux, la librairie Sorams à Montpellier,
la Procure à Paris, de Citre à Lille, enfin bon, un certain nombre de grands centres de librairies comme cela, ce sont des gens qui ont produit une réflexion dans ce domaine-là. Et on s'est aperçu que, à l'image d'ailleurs de ce que nous avons fait nous ici en Corse, au niveau d'Albiane, au niveau de la librairie La Marche, c'est qu'on a changé de logique, on a changé de logiciel. D'abord, il y a eu l'introduction de l'informatique comme outil de gestion dans la librairie. Il y a eu ensuite la mise en place de négociations très dures, très très dures, entre ces circuits de distribution, entre les libraires et les circuits de distribution nationaux, ces circuits des éditeurs et des distributeurs, où les distributeurs d'ailleurs prenaient le pas sur les éditeurs. Donc encore une fois, la dimension livre était mise complètement à part. Et nous avons été en 2005 parmi les premiers à changer complètement de système. Premièrement, on a exclu pratiquement tous les distributeurs. Nous sommes en relation directe avec les éditeurs. Deuxièmement, nous avons mis en place un système informatique qui est très performant, qui existe sur le marché et qui permet une gestion au couteau de la librairie. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée, une librairie comme la mienne a 350 000 euros de stock, à peu près 50 000 livres en permanence dans la librairie, donc, et une vitesse de rotation qu'il faut gérer suivant les titres, suivant la politique que l'on met. Ce système de gestion a été, comment dirais-je, très bénéfique dans la librairie. Et puis il y a eu aussi une réorientation totale de la librairie. Nous avons été quelques-uns à dire aux éditeurs, mais à force de considérer le livre comme du Kleenex, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied et vous êtes en train de tuer la poule aux œufs d'or. En effet, lorsque les éditeurs comme Gallimard, Hachette ou les grandes maisons d'édition françaises disposent d'un fonds d'une richesse énorme, le fonds Gallimard, depuis les années 20, produit je ne sais combien d'ouvrages majeurs de la littérature française. Si on ne considère pas cette littérature, si on la remet pas dans les librairies en disant c'est une littérature de fond, certes qui a une vitesse de rotation, et là je parle un peu économie, certes qui a une vitesse de rotation qui n'est pas celle que l'on pourrait souhaiter compte tenu des investissements, il faut quand même l'avoir parce que c'est le fondement même de la librairie. On ne peut pas imaginer une librairie sans Camus, sans Gide, sans Apollinaire ou je ne sais qui. Mais il faut rentrer dans une autre logique de distribution. Autrement dit, augmenter les remises, offrir de meilleures conditions de paiement, de manière à alléger le fardeau qui doit être porté collectivement. Pour cela, la bagarre s'est effectuée contre les distributeurs et nous avons réussi à négocier avec les éditeurs. Mais ça n'a pas été quelque chose de simple. Mais en tout cas, cette politique-là est en train de payer, entre guillemets, puisqu'on voit la librairie indépendante, et on le voit maintenant, alors que nous sommes dans une période de crise majeure, où le livre n'étant pas un produit indispensable, les gens préfèrent acheter parfois un beefsteak qu'un bouquin, et ça peut se comprendre, eh bien, on est rentré dans un système aujourd'hui qui nous fait voir deux choses. La première, un effondrement des systèmes de distribution mis en place dans les années 80, puisque les grandes surfaces, d'une manière générale, comme la FNAC, comme Virgin, compagnie, ont perdu entre 10 et 15% de leur chiffre d'affaires, ce qui est énorme dans ce genre d'activité. En revanche, les librairies indépendantes, celles qui disposent d'un fonds et qui ont une pratique, qui est celle que j'évoquais tout à l'heure pour la librairie La Marche, ces librairies-là ont cette année, pas seulement cette année, d'ailleurs depuis 2-3 ans, ont des résultats bilanciels qui sont des résultats intéressants. Exemple, nous sommes cette année à la librairie Ajaccio, nous avons battu notre record, nous sommes en augmentation de chiffre d'affaires d'environ 8%, ce qui est énorme dans un temps de crise, et nous sommes en augmentation de marge nette d'environ 9,5%. Donc, ça signifie tout simplement que cette révolution commence à être mise en place, tout simplement parce que les gens attendent autre chose que des formes de distribution qui sont celles-là. Mais il est vrai que pendant des années, il a fallu passer sous le laminoir pour voir des pans entiers de la culture française, de l'expression que vous avez des villes, vous avez aujourd'hui des musées. J'en discutais il y a quelque temps, j'étais à Paris, je discutais avec le maire d'une commune de la petite couronne parisienne qui offrait le local plus l'agencement plus le loyer pendant 5 ans à un libraire pour qu'il vienne s'installer.
Tout simplement parce que les librairies avaient déserté toutes ces villes-là, et on se dit, mais c'était un lieu social par définition, ça fait vivre le quartier. Une librairie telle qu'elle était conçue il y a 40 ans, 50 ans, faisait vivre tout un quartier. Parce que tout simplement, les gens se rencontraient, discutaient, parlaient, échangeaient dans ce lieu-là. C'est ça la fonction de la librairie aussi. Et on s'apercevait que c'était de l'investissement culturel pour le collectif à moindre coût. À moindre coût. Ça n'est pas le fonctionnement d'un théâtre, d'un lieu de spectacle vivant, de manière générale. Ça n'a pas les mêmes charges, ça n'a pas le même coût pour la collectivité. Parce qu'il y a à l'intérieur, bien entendu, une activité commerciale et économique qui justifie les choses. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, vous avez des gens qui, dans les municipalités comme celle-là, parce qu'elles ont besoin de remettre du lien social dans les centres-villes, eh bien, propose cette réalité-là. On croit rêver, je dirais. J'espère avoir répondu à votre question. Bien, merci pour cette réponse qui est vraiment très complète, puisqu'elle allie la générosité et en même temps des préoccupations économiques extrêmement serrées. Il y a certainement d'autres questions. Oui. Merci. Par rapport à l'exposé qu'a fait Guy, et on le remercie de nous avoir éclairé, parce que c'est vrai que la question, je dirais, de l'activité éditoriale, c'est pas simple à saisir. Enfin, un libraire, on sait plus ou moins comment on peut devenir libraire, un graphiste, un imprimeur. Un éditeur, ça reste un grand mystère. Quand on doit faire de la professionnalisation auprès des étudiants et qu'on doit leur dire quel est le profil, je dirais, de formation d'un éditeur, en fait, si on regarde les profils des éditeurs en général, c'est extrêmement hétéroclite. Rien ne conduit, a priori, à devenir éditeur, si ce n'est soit des convictions, soit un environnement, soit une opportunité. Voilà. Donc, c'est souvent un chemin assez difficile à cerner. Et dans cet exposé-là, on voit bien combien c'est contingent aussi par rapport au bon moment. Voilà. Il y a un moment où une société peut-être effectivement a un besoin. Et l'éditeur est là aussi pour l'exprimer. Alors, il y a une question qui est un peu double sur la question structurelle. Moi, j'ai bien aimé l'aspect de l'exposé où on entend l'éditeur qui dit « mais c'est à partir de ce que l'on fait et pour essayer d'ouvrir sur d'autres circuits et d'autres possibilités qu'on fait de l'association, qu'on fait du partenariat, qu'on va voir d'autres éditeurs ». Ça suppose quand même qu'il y ait suffisamment d'éditeurs indépendants en France, ou en tout cas qu'il en reste encore, pour que ça, ce soit possible. Parce que moi, ça me paraît bien à l'inverse des tendances du marché, pour prendre un terme que tout le monde connaît, qui est au regroupement. J'imagine qu'on ne va pas aller faire du partenariat ou de la convention ou de l'échange avec les grands groupes comme Hachette, par exemple. Ou comment, du coup, à un moment donné, est-ce qu'on a un tissu, je dirais, éditorial qui est encore suffisamment fort et implanté pour que ce type de stratégie, à l'inverse, on dirait, de la tendance, puisse se mettre en place. Et ensuite, ça c'est sur le plan de comment s'organise l'activité, qui reste une activité quand même curieuse, parce que dans la façon dont tu l'as décrit, elle a l'air de pouvoir s'affranchir de beaucoup de contraintes, finalement. Elle est très contingente, elle est très soumise à, mais en même temps, tu fais quand même un peu comme tu veux. Voilà. Donc, ce qui paraît un peu étonnant, voilà, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui de toutes les contraintes Et c'est une belle leçon aussi pour les étudiants d'activité, parce qu'à un moment donné, il y a quand même de la possibilité. On n'est pas non plus obligé tout le temps d'obéir aux règles. On peut en inventer, on peut les changer, on peut en inventer d'autres. Et après, sur la question du statut, parce que ça va un peu avec, sur la question du statut de l'auteur, parce qu'on a bien vu à quel point une maison d'édition pouvait, par ses sollicitations, par ses contacts, par son travail au quotidien, construire l'auteur. Parce qu'il y a des écrivains, il y a des gens qui écrivent, et puis après, il y a des auteurs. Donc, et c'est ce à quoi participe depuis longtemps, évidemment, Albiane. Mais on s'aperçoit que quand l'auteur devient un auteur un peu plus connu, on pourrait prendre l'exemple de Jérôme Ferrari, ça passe à une autre édition, ça passe à une édition plus nationale. Alors, est-ce que ça tient au public qui est le tien, c'est-à-dire, même si tu es éditeur de Méditerranée, ça reste confiné, on va dire, ou est-ce que ça tient à un moment donné au statut de l'auteur qui doit forcément dépasser les aspects locaux? Quand on est un auteur, on est national ou on n'est pas, quoi. Voilà. Donc, Alors, je vais peut-être commencer par la dernière question, puis après tu me rappelleras la première. Alors,
Concernant le statut de l'auteur, tu cites le cas de Jérôme Ferrari, qui de ce point de vue est assez significatif, d'abord parce que dans une certaine mesure, il est aussi caricatural. Parce que de Jérôme Ferrari gagne un prix Goncourt, c'est assez nouveau. Ce n'est pas quelque chose de très partagé là-dessus. Donc, toutes choses égales par ailleurs, encore une fois. Donc, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses. Le rôle d'une maison d'édition comme la nôtre, c'est effectivement de porter, autant que faire se peut, un auteur le plus loin possible. Après, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Moi, je suis très satisfait que Jérôme Ferrari soit allé chez Actes Sud pour sortir les 4 derniers romans qu'il a faits. Je suis très satisfait tout simplement parce que ce qui est important, au-delà de l'activité économique ou autre, ce qui est important, c'est que l'auteur s'exprime, c'est que le travail qu'il a produit à un moment donné ou qu'il est en train de produire rencontre le plus possible de lecteurs. Donc il y a 2 hypothèses. Soit on a les moyens de l'accompagner le plus loin possible, soit on n'a pas les moyens de l'accompagner. Je vais simplement donner un chiffre qui est significatif. Lorsque l'auteur des particules élémentaires, Houellebecq, qui est publié chez Flammarion, grande maison d'édition aussi. Et qui distribue d'ailleurs Actes Sud. Lorsque Houellebecq est publié chez Flammarion, le coût de la campagne marketing pour les particules élémentaires, le coût de la campagne marketing a été de 500 000 €. Campagne marketing. Sachant par ailleurs que le groupe Flammarion est présent, par le système des filiales, est présent dans un groupe de médias plus important. Et que les connexions entre les groupes de médias se font de manière évidente. Autrement dit, lorsqu'un auteur a la dimension de rentrer dans un espace comme celui-là, c'est le jackpot. C'est quelque chose ça devient, au-delà de sa qualité, je parle, au-delà de sa qualité d'écrivain, qui, elle, reste quand même l'élément essentiel de la chose. Mais il devient aussi, par la suite, un produit marketing donc, qui répond aux lois de l'économie. L'économie que l'on connaît aujourd'hui. Je crois que le seul exemple d'un auteur qui a été prix Nobel, d'un auteur chinois, le dernier prix Nobel chinois dont j'ai oublié le nom, a été publié par une petite maison d'édition qui a été la seule qui a lu la traduction de l'ouvrage avant qu'il ne soit prix Nobel. Et Nobel, ça a été le jackpot, mais par hasard, je dirais, encore une fois, tout simplement parce que toutes les maisons d'édition françaises avaient refusé le bouquin, lui l'avait accepté. Bon. Mais les hasards de l'édition sont grands. Je te renvoie à un ouvrage comme L'élégance du hérisson. Gigantesque succès. L'élégance du hérisson, en France aujourd'hui, a été vendue à plus de 1 500 000 exemplaires. Et il a une vie internationale extraordinaire. Il n'y a pas eu un papier dans la presse, durant l'année qui a suivi, pourtant publié chez Gallimard, à la NRF, il n'y a pas eu un papier dans la presse qui a suivi la publication de cet ouvrage. Cet ouvrage qui a été vendu par les libraires. Lorsque Nina Simone s'est arrêtée de chanter, le bouquin qui est sorti il y a 3 ans, ça c'est les libraires qui l'ont vendu. Bouche à oreille, les libraires l'ont vendu. Bon. Il est à mon avis, il est une bonne chose qu'un auteur, à un moment donné, qui est reconnu par le média, entre parenthèses, il faudra en dire 2 mots des médias, là-dessus, le rôle qu'ils jouent aujourd'hui, qui est celui principalement de la médiocrité, les médias sont comment dirais-je, dans ce cadre-là, dans une situation terrible de médiocrité là-dessus. Il n'y a plus aucun média en France qui joue un rôle de révélateur, justement, de cette réalité-là. Je te renvoie d'ailleurs au papier qu'avait fait dans le journal du dimanche à propos de Jérôme Ferrari, comment il s'appelle, quello d'apostrophe, Agustí, Pivot, qui était un papier dément. C'était le bon Dieu. Jérôme Ferrari est un grand écrivain, le bon Dieu est arrivé. Donc on est capable aujourd'hui de dire n'importe quoi dans un sens ou dans un autre de ce point de vue.
Donc il faut bien comprendre que c'est le marketing qui domine à ce moment-là. Et il me paraît tout à fait naturel et normal qu'un auteur, à un moment donné, son statut est quand même décisif, il est quand même important pour lui. Pour lui et pour la communauté d'une manière générale. Moi je crois que le fait que Jérôme Ferrard ait eu le Goncourt pour la communauté insulaire, c'est quelque chose d'important. À plus d'un titre d'ailleurs. C'était assez rigolo de voir des maires, notamment celui de Porto Vecchio, saluer Jérôme Ferrard alors qu'il lui a craché dessus quand il signait Alef 0 à Porto Vecchio. Voilà. Mais, les temps changent et les mouches changent d'âne, pour paraphraser un célèbre joueur de rugby. Mais moi je crois qu'il faut se réjouir de cette réalité. Alors comment Donc si on arrive déjà à porter des auteurs à ce niveau-là, c'est déjà bien. Cela étant, ça fout quand même un peu les crocs. Et c'est vrai aussi, y compris aux auteurs. Et ce que je crois dans ce domaine-là, qu'il est utile de faire, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut atteindre un certain statut. Exemple, je discute il y a un mois environ avec l'éditrice d'Actes Sud, qui me dit, vous savez, vous faites du bon boulot. Bon, c'était un peu paternaliste, ce propos un peu convenu. Bon, comme je suis un garçon bien élevé, j'ai évité de lui répondre. Mais ce que je crois fondamental, c'est d'arriver à ce que je disais tout à l'heure. Il y a un moment où la professionnalisation du métier d'éditeur doit rendre l'éditeur suffisamment fort, suffisamment serein, suffisamment installé et suffisamment informé de sa réalité pour justement aller chercher ce que je disais, à savoir des coéditions. Aujourd'hui, par exemple, moi, l'autre jour, il y a un auteur qui a signé chez moi et qui me dit, qui était venu signer chez moi, il m'a dit, bon, le livre en langue corse, je le fais chez toi, mais le livre en langue française, avant de te le donner, je vais tenter de le donner à je ne sais qui. J'ai dit, prends la porte et va-t'en. J'ai dit, je ne veux pas que tu viennes chez moi. Je ne suis pas l'alibi qui va te donner un costume, et puis ensuite, c'est des situations qui sont inacceptables. Pour autant, le propos qui m'est tenu n'est pas un propos inconséquent, fondamentalement. Il est vexant dans l'attitude, mais il n'est pas inconséquent dans l'idée. Donc, ce que je crois qu'il faut faire, et là, j'en reviendrai donc au type de maison, je crois qu'il y a effectivement la nécessité de faire des coéditions, et là, étant, nous, je dirais, dans une situation bien plus informée que n'est le coéditeur éventuel, parce qu'on est en mesure de présenter un ouvrage, de plus argumenter un ouvrage en direction d'un coéditeur qui, lui, est en situation de surface suffisamment conséquente pour pouvoir partager avec les autres. Et je crois qu'en France, il existe aujourd'hui un certain nombre de maisons d'édition. C'est un problème de niche, encore une fois. C'est un problème de type d'ouvrage que l'on fait. Il est évident que si demain on va proposer une thèse ou un ouvrage dans l'espace anthropologique, on va se trouver avec une fin de non-recevoir parce que ce sont des ouvrages qui généralement contribuent de manière décisive je serais tenté de dire, à l'amélioration de la conscience collective insulaire, mais au-delà, ce ne sont pas des ouvrages, sauf si ça relève d'un discours sur la théorie dans tel ou tel domaine. Demain, tu vas contredire Durkheim, ça prend une autre dimension. Ce que je pense, en revanche, c'est que dans l'espace de la littérature en particulier, il y a aujourd'hui de réelles passerelles, de réelles possibilités pour faire des projets qui soient des projets un peu plus installés. À charge pour l'éditeur d'intégrer cette dimension-là, d'identifier lorsqu'il a un auteur qui produit quelque chose qui est susceptible de voyager. Je ne dis pas de bon ou de pas bon, je dis de susceptible de voyager. Parce que l'édition française, y compris, tout à l'heure j'en discutais avec Jacques Thiers, je lui disais, mis à part Marie-Jeanne Vinciguerre, quels sont les gens qui ont retenu le nom des derniers 20 prix Goncourt. Ça n'a pas, ou même je serais tenté de dire, depuis Émile Ajar avec La vie devant soi, et quelques auteurs qui ont survolé, qui ont continué à être présents, la plupart sont tombés dans l'oubli et personne n'a retenu leur nom. Donc il faut savoir aussi,
et ça je crois qu'on peut en convenir aussi aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'édition française, et de ce point de vue il faut se féliciter d'ailleurs de la performance de Jérôme, c'est qu'aujourd'hui dans l'édition française, on n'a pas que du bon. Hein. On a, dans les 800 romans, moi en tant que libraire, j'ai lu 20 romans pour préparer des fiches pour la rentrée littéraire, puisque dans la librairie nous partageons le travail là-dessus. Je te garantis que sur 20 romans, je n'en ai retenu aucun pour dire, et là je parle en tant que libraire, en tant que lecteur, je n'en ai retenu aucun qui soit présenté comme un coup de cœur. Ce sont pour la plupart des produits issus du marketing, hein, et ce n'est rien d'autre. Il n'y a pas des Camus, des Mauriac, des Gide, je ne sais quoi, ou des Jérôme Ferrari qui sortent tous les jours dans l'édition française. Il faut savoir aussi que dans la moyenne de distribution et de diffusion d'un roman de langue française en France aujourd'hui, nous sommes en moyenne, je parle en moyenne par rapport à la totalité des ouvrages, la moyenne est tombée à 355 ouvrages vendus. De là, tu mets le prix Goncourt qui fait 350 000 exemplaires, et tu mets bien entendu. Et je parle des ouvrages qui sont référencés dans les bases de données, hein, Electre, Dilicom et compagnie. Je ne parle pas de l'ouvrage à compte d'auteur et compagnie. Je parle du roman. On est en moyenne à 355. Ça aussi, c'est une réalité. La plupart des auteurs ne vivent pas de leur plume, c'est bien connu. Hein. Et en région, parfois, certains en vivent plus quand ils sont, encore une fois, dans certaines niches qu'au niveau national. Il faut le savoir aussi. Donc, je crois que la solution pour avancer dans ce domaine-là, effectivement, c'est de pratiquer des coéditions au moment où nous avons un texte qui est susceptible de voyager, pratiquer des coéditions, mais avec des éditeurs français comme des éditeurs nationaux, voire internationaux. Moi, j'oriente beaucoup aujourd'hui Albiane dans la vente de droits à l'international. Nous avons vendu cette année quelques droits dans ce domaine-là, en particulier dans notre édition marseillaise, mais on est véritablement dans cette stratégie. Maintenant, il est vrai aussi que la stratégie des grandes maisons d'édition, c'est de dire tiens, tel auteur a eu cette année tant de papiers dans la presse. Ah, mais c'est comme un joueur de foot. Benzema, il est au Real de Madrid, il vaut combien? Et aujourd'hui, de plus en plus, dans la logique, c'est pour cette raison qu'on voit des auteurs qui changent souvent de maison, tout simplement parce que le cachet est en rapport avec les noms, parce que le nom, à un moment donné, va faire vendre. Donc il y a des auteurs. Moi, j'ai un auteur aujourd'hui à qui une grande maison d'édition fait des propositions très intéressantes, sur lesquelles il est impossible que je m'aligne. Ça n'est pas possible. Bon. Et c'est un auteur auquel je tiens beaucoup et avec qui j'ai toujours travaillé en bonne intelligence. Bon. Mais dire que la solution, elle passe par là, que ce soit au national ou à l'international. Mais c'est vrai que c'est fondamental pour la maison d'édition et c'est fondamental pour l'auteur. Il n'y a pas, à mes yeux, contradiction dans ce domaine-là. Pour qu'il y ait contradiction, il eût fallu que l'on se situe, qu'on joue dans la même cour. Hein. Demain, moi, je ne suis pas capable de jouer dans la cour de Gallimard. Hein. Ça, c'est clair. Là où il peut y avoir contradiction quand même, c'est pour l'auteur. Parce que pour connaître un peu les auteurs qui ont commencé à travailler avec toi et qui publient actuellement, y compris d'ailleurs Jérôme, qui fait partie de ces auteurs-là, il y a une volonté aussi chez ces auteurs-là, en même temps, de répondre à un besoin de la société et d'avancer dans la structuration de ces sociétés. Voilà, je veux dire, dans la démarche de l'auteur, il n'y a pas seulement j'ai envie d'être un auteur. Il y a j'ai envie de participer à. Voilà. Et c'est quand même un peu dommage qu'au moment où, effectivement, l'écrivain devient auteur, il n'emmène pas sa société avec lui. C'est-à-dire que quelque part, par rapport à la société corse, on va rester à un niveau de structuration d'une industrie culturelle comme l'édition, voilà, qui va rester quand même limité. C'est en ça, si tu veux, qu'à un moment donné, sur quoi on peut jouer pour que, en même temps que certains auteurs s'affirment, il peut y avoir aussi une maturation plus grande je dirais des industries, en tout cas, ou des activités qui ont permis de produire cet auteur. Quoi. Voilà. C'est juste là que la contradiction peut être profonde, y compris pour alors, l'auteur. Je propose que cette question soit la dernière, qu'elle soit assortie d'une réponse adaptée, parce que vous le voyez bien, tant l'exposé que les réponses et le dialogue qui s'installe nous montrent la nécessité d'un retour de Guy Ferrolone, non pas en deuxième semaine, mais en deuxième période.
jusque et y compris pour traiter d'un aspect que nous avons par la force des choses laissé de côté, c'est quand même l'insistance de cette maison d'édition pour aider, appuyer, accompagner l'édition en langue corse. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais c'est un aspect extrêmement important, édifiant pour un observateur tel que moi, et je souhaiterais que vous en parliez une autre fois de manière exclusive en quelque sorte, parce que ça me paraît un point extrêmement important. Et le dialogue que nous pourrions installer à ce sujet montrerait des aspects tout à fait nouveaux et complètement inconnus de votre librairie et de votre maison d'édition. Mais répondez à Doumé Martin. Je rappelle simplement, sur le propos que vous venez de tenir, je rappelle simplement que Albian n'existerait pas sans ça. La langue corse, elle est centrale. Que ça ne soit pas une manière de refuser de revenir une autre fois. Tout à fait. Je veux bien. Je dirais d'abord, pour avoir quand même une petite pratique dans ce domaine-là, je dirais d'abord que s'il est vrai que l'auteur veut participer au projet collectif et a quelque chose à dire à la société, c'est indéniable. Alors, dans le débat que tu évoques, je te garantis que c'est son statut qui est d'abord sa préoccupation. Et moi, j'y vois pas mal. Je n'y vois que des choses tout à fait normales. C'est vrai que l'industrie culturelle que représente l'édition, à un moment donné, elle doit se dire j'ai produit, j'ai travaillé dans un contexte, et puis j'aimerais bien recueillir les fruits. Bon, tout ça peut-être pour aller beaucoup plus loin, parce que le projet, il est quand même là. Il faut savoir, il faut avoir l'ambition il faut avoir les moyens de ses ambitions, plus exactement, et pas l'ambition de ses moyens. Parce que si on n'a que l'ambition de ses moyens, on s'y va tant longtemps. Mais moi, je crois qu'on vient de loin dans ce domaine-là. Je parlais tout à l'heure de modèle. On vient de très loin. On vient du néant. D'ailleurs, en termes de réflexion et de construction, au niveau de la Corse, il n'existe de construction véritablement intellectuelle, de production intellectuelle, dans d'autres domaines que celui de la fiction, je dirais, que depuis qu'existe l'Université de Corse. Il faut quand même se rappeler qu'on était en termes de production collective. La vérité venait toujours d'ailleurs. On était dans un système relativement misérable de ce point de vue. Donc on peut dire que le cheminement a débuté, qu'il est relativement récent. Moi, j'ai envie d'aller très vite, effectivement, dans ce domaine-là, mais j'ai aussi conscience de ce que nous sommes et de notre réalité. C'est pour cette raison que la solution pour que l'auteur puisse pour continuer à avoir cette mission, tout en ayant un statut adapté, il me semble que la solution, ça passe par des partenariats. Je pense en particulier, moi, je suis en train de commencer à tisser des partenariats avec certains éditeurs italiens. Nous sommes à la foire de Bologne, là, on descend du Centre du Libre, on va à la foire de Bologne dès aujourd'hui. J'ai mon directeur éditorial qui est à la foire de Bologne, justement parce que il faut absolument installer ces partenariats pour franchir un certain cap. Ça passera par là. Cela dit, lorsqu'on regarde le temps de gestation, de développement de la plupart des maisons d'édition sur le continent, elles ont toute une histoire. Celles qui ont explosé dans des délais relativement courts, elles l'ont fait pour deux raisons. Soit, je pense en particulier aux éditions de Minuit, le génie de l'éditeur, que je n'ai pas. Et un éditeur génial, qui a fait faillite par la suite, mais qui a monté une magnifique maison d'édition, soit pas tout simplement parce que ça a été des produits économiquement élaborés. Ou très vite, lorsque tu as des actionnaires qui s'assiedent autour de la table, qui mettent 10 millions d'euros à la disposition d'un directeur éditorial en lui disant « vous avez 5 ans pour monter le projet », il a intérêt d'abord à monter effectivement le projet, mais il a 10 millions d'euros. Et il a les moyens de sa politique. Lorsque tu te présentes chez l'acheteur de la FNAC, qui m'est arrivé à différentes reprises, à Paris, l'acheteur qui a
qui gère je ne sais combien de comptes, qui te dit vous avez quoi au catalogue? Vous dites j'ai 500 titres. C'est déjà pas mal. Hein, nous sommes au 250e rang de l'édition française. Bon, j'ai 500 titres au catalogue. Je suis fier, je suis content. Bon, ouais, bon, voilà. Et à un moment donné, on est dans un système, aujourd'hui en particulier, on est dans, ou bien on accepte ce système-là en disant va s'y introduire, sans perdre son âme. On peut très bien s'y introduire en disant demain, regardez, moi j'ai un certain nombre de titres au catalogue, j'arrive, mais vous me rachetez et vous me nommez directeur éditorial, mon nom, le nom c'est le mien, la griffe c'est la mienne, mais les capitaux c'est les vôtres. Et bien je fais ce que vous voulez. Tu fais plus de langue corse, hein, c'est fini. Ou tu en fais comme alibi, hein, comme certains l'ont fait, ou dans un projet précis. Donc je crois que moi je ne désespère pas dans ce domaine-là. Je crois qu'aujourd'hui on est arrivé à un seuil qui est un seuil. Alors, méfions-nous, hein, la crise est là, les problèmes sont là, les difficultés sont là. Aujourd'hui, les maisons d'édition qui se cassent la gueule, ça court les rues, hein, parce que, encore une fois, les paris sont fous, et très souvent, on n'arrive pas à ce que l'on veut. Mais, en tout cas, en termes de valeur, en termes de comportement, comme je disais tout à l'heure, je crois qu'on a atteint une certaine sérénité de ce point de vue. On discute de manière tranquille avec ses partenaires éventuels. Demain, tu discutes avec Perrin, avec Actes Sud, avec je ne sais qui, sur des bases qui sont des bases nécessairement qui ne sont pas les plus merveilleuses sur le plan économique, mais ce sont des bases qui permettent de construire des choses. Et puis après, comme nous disons de nous, as hommes arrangent bien. Mais je ne me souviens plus de ta première question. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé.